La revue de presse du Politique, comme tous les samedis, on accueille aujourd'hui Nathalie Arthaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de Lutte ouvrière. Avant d'en venir à votre sélection d'articles de cette semaine, une petite question d'actualité, comme c'est de tradition. On va parler de la crise migratoire. C'est l'une des crises les plus importantes de ces dernières années. On le voit, certains responsables ont été reçus à l'Élysée. Les commerces sont affectés. Ils seront d'ailleurs reçus lundi à Bercy. Lundi, un sommet crucial aura lieu qui mettra en partie l'Europe et la Turquie face à leurs responsabilités. Qu'est-ce que vous en pensez de cette crise dont on n'arrive pas à sortir et dont Angela Merkel confiait que c'était la plus grave crise auquel elle a dû faire face depuis son arrivée au pouvoir? Je crois que la politique des dirigeants européens est une honte. Et elle est même criminelle depuis le début. Et cette volonté, vous savez, de sous-traiter le problème, puisque pour eux c'est un problème, n'est-ce pas, que d'offrir l'asile à plusieurs centaines de milliers et même peut-être 1 ou 2 millions de femmes et d'hommes à la Turquie ou à la Grèce. Je trouve ça scandaleux. Je trouve ça juste scandaleux. La Turquie a déjà 2,5 millions de réfugiés. Le Liban, la Jordanie, on le sait très bien. Quand on voit qu'on n'arrive pas à gérer déjà les réfugiés déjà présents, qu'on voit l'afflux parce qu'il n'y a pas de encore. volonté de le faire. Rendez-vous compte, l'Europe, c'est un continent de 500 millions de personnes. Vous ne croyez pas qu'on aurait les moyens d'offrir l'asile à ces femmes et ces hommes qui partent parce qu'ils ne peuvent plus vivre chez eux, parce qu'ils sont chassés par les bombes, parce que c'est une question de vie et de mort. C'est ça la réalité. Et il y a cette volonté-là de dire, eh bien non, on ne laissera pas rentrer, et y compris la politique de la France est particulièrement choquante, parce que quand vous voyez que Manuel Valls se vante de n'accueillir que 30 000 personnes, alors que le problème est là, il est visible. Ces femmes et ces hommes, ces enfants ont besoin évidemment qu'on les aide. Où est leur pays aujourd'hui? Sous les bombes, ce qui se passe, c'est que lundi, la Turquie a accepté finalement de retenir, enfin, en tout cas de recevoir les immigrants économiques. Mais donc du coup, pour laisser peut-être plus de place pour ces réfugiés syriens, ça c'est une bonne chose. On avance. Non, mais attendez, moi, ce tri entre réfugiés économiques, réfugiés politiques, je le trouve aussi ignoble. Hein. Vous savez, mourir de misère. C'est tout aussi inacceptable. Donc non, cette politique, et y compris, vous savez, le drame humanitaire qu'il y a aujourd'hui à Calais, mais qu'il y a aussi à la frontière entre la Grèce et la Macédoine, est créé par le fait qu'on ferme les frontières. Parce que si les frontières étaient ouvertes, les réfugiés se répartiraient d'eux-mêmes à l'échelle de cet immense continent et ils trouveraient de la famille, de l'aide, parce qu'il y a des bonnes volontés pour les accueillir. Ils le trouveraient. En réalité, ils créent le problème de toutes pièces. Moi, je trouve que c'est vraiment c'est significatif du fait que la société est de plus en plus inhumaine. On va passer à votre premier article. Alors, une revue de presse ce matin essentiellement consacrée à la réforme du Code du travail. Et votre premier article, c'est un article dans Les Échos paru jeudi. Un sondage dans Les Échos. 8 Français sur 10 ne sont pas satisfaits du texte actuel. Alors, on apprend plus précisément que seuls 18% des Français souhaitent que le gouvernement maintienne la loi en l'état. En revanche, pour plus de 80% des sondés, il faut soit amender le texte, soit carrément le retirer. Alors, c'est un camouflet total pour le gouvernement. D'abord, je crois qu'effectivement, tout le monde a compris que cette réforme, c'est un dynamitage du Code du travail et que tout le monde sera touché. Tout le monde. Les ouvriers, les cadres, les jeunes, les femmes, y compris les intérimaires. Parce qu'il y avait plutôt une unanimité au début pour dire qu'il fallait réformer ce Code du travail. Il y a quelques mois, tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait le simplifier. Tout le monde est d'accord. Écoutez, je ne sais pas de qui vous parlez, peut-être de ceux qui monopolisent les micros, mais ça n'a jamais été notre cas, parce que cette petite musique qui consiste à dire qu'il y a 6 millions de chômeurs et que c'est de la faute du Code du travail, des rigidités, etc., nous l'avons toujours dénoncé, parce que c'est quand même
Pourtant, les voisins le font avec un certain succès. Hein. Il y a une flexibilité qui a été introduite un peu partout en Europe, sauf en France. Oui. Et ça commence à porter ses fruits. Pourquoi est-ce que le changement fait toujours peur en France ? On nous montre des exemples sans jamais nous expliquer qu'en Allemagne, qu'en Italie, la précarité a grandi, qu'un grand nombre de gens ne survivent que parce qu'ils accumulent deux ou trois emplois. Mais qu'est-ce que ça veut dire un emploi quand on n'arrive pas à en vivre ? Ça ne veut rien dire. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'on est dans une crise dont on ne voit pas le bout. On voit que les entreprises, le patronat se plaint que leurs carnets de commandes sont vides, qu'ils ne veulent pas investir, qu'ils ne veulent pas embaucher et même qu'ils suppriment des emplois. Toutes les grandes entreprises suppriment des emplois par milliers. Et qu'est-ce qu'on vient nous dire ? Que le chômage est dû aux rigidités du Code du travail. Non, c'est vraiment se moquer du monde. Arthaud, c'est vraiment se moquer du monde. C'est la crise. Une dualité quand même sur le marché du travail entre ceux qui sont extrêmement bien protégés, ceux qui sont en CDI, et ceux qui du coup font les frais de cette précarité, qui sont toujours les mêmes, les plus fragiles, les jeunes, ceux qui sont en CDD, les intérimaires. D'abord, je ne le crois pas, parce que même ceux dont vous dites qu'ils sont protégés ne le sont en réalité pas, parce que vous savez, les CDI, vous savez combien il y a de licenciements économiques par an, à peu près ? 700 000, 800 000. Alors, ils pouvaient peut-être se croire protégés, mais personne n'est protégé, même pas quand on est ingénieur, même pas quand on est cadre. La réalité, c'est que la crise, tout le monde l'a payée. Et si, mais du coup, aujourd'hui, 80% des embauches se font en CDD, bien sûr, mais qu'est-ce que veut dire la loi nous conduit à quoi ? Finalement, on sera tous des précaires. Les jeunes, ils l'ont bien dit. Hein. Les jeunes expliquent précaire un jour, précaire toujours. C'est ça la réalité, parce que cette loi, c'est un permis licencié. Et c'est même un droit au licenciement abusif. Rendez-vous compte que le patron pourra mettre dehors une personne sans cause. Il suffira qu'il lui verse en gros 1 mois d'indemnité par année d'ancienneté. C'est ça la réalité. Donc tout le monde, effectivement, sera sur un siège éjectable. Et comment faire croire que cette réforme-là va augmenter les emplois, va permettre des embauches ? C'est quand même fou. Ça va simplifier, ça va faciliter les licenciements. Et pire, dans cette loi, il y a l'allongement du temps de travail. On allonge le temps de travail, on facilite les heures supplémentaires. Des heures supplémentaires qui, en plus, seront moins payées puisqu'elles ne seront majorées que de 10%. Donc, voilà la réalité. Et quand on entend, effectivement, le patronat dire « Oui, écoutez, nous, on a besoin, on est angoissés. On est angoissés pour embaucher. » Franchement, je trouve ça indécent. Vous l'avez dit, 80% des emplois, c'est en CDD. Ils ont tout ce qu'ils veulent en termes de flexibilité. Ils peuvent embaucher quelqu'un pour 1 jour, pour 1 semaine, ce qu'ils veulent. La flexibilité, c'est déjà le lot quotidien de millions de salariés en France. Alors on va passer à votre deuxième article dans l'Humanité de ce vendredi. Actions et propositions, les syndicats contre-attaquent. On en parlait hier, il y a des appels à manifester le 9, le 12, le 31 mars, appels en ordre dispersé en différentes intersyndicats. Les organisations de salariés, de la jeunesse veulent toutes mobiliser contre le projet de loi El Khomri. Pas tous ensemble, mais en tout cas une capacité à se parler. Il y a ceux qui font des propositions et il y en a ceux qui rejettent carrément le projet. L'enjeu, quand même, c'est des droits nouveaux. Mais quand même, dans ce projet de loi que vous contestez complètement, il y a quand même certains nouveaux droits, tout de même. Lesquels ? Dites-moi. Le compte personnel d'activité ? Voilà, écoutez, le compte personnel d'activité. Même le compte personnel d'activité, tout le monde a convenu du fait que cela rassemblait 2 droits qui existaient déjà. Donc voilà, la grande avancée de la réforme, c'est qu'on les regroupe dans une espèce de carnet, voilà. Mais c'est pas du tout une avancée. Et puis vous savez, même le compte pénibilité, il faut regarder de près. C'est pas du tout à la hauteur de ce qui serait nécessaire. Mais justement, il va y avoir les consultations. Et quelle autre avancée, dites-moi, parce que je vois absolument pas. Les référendums en entreprise, par exemple, donner plus de poids à la parole des salariés dans l'entreprise. Non, mais ça, effectivement, je l'ai entendu, et ça fait partie aussi des choses qui me révulsent, parce que vous croyez qu'une caissière en CDD peut aller discuter avec son patron, qu'un intérimaire chez Renault peut aller dire « Écoutez, mes heures supplémentaires n'ont pas été… » Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de démocratie dans l'entreprise, il n'y a pas de discussion à égalité, qu'à chaque fois que ces référendums sont impulsés par le patron, bien sûr, c'est pour faire du chantage, pour expliquer qu'est-ce que vous préférez, des licenciements
ou une baisse de salaire. Alors voilà, et les derniers référendums le prouvent. Donc tout ça, non, c'est une façon effectivement, au contraire, de faire pression et finalement d'asseoir le pouvoir patronal dans son entreprise. Alors juste pour revenir sur les différentes dates, moi ce que je vois, c'est qu'il y a 2 dates qui émergent, qui sont importantes. C'est déjà le 9 mars, c'est-à-dire mercredi prochain. Cette date, elle a émergé de différentes initiatives et c'est tant mieux, elle s'impose. Et moi je crois qu'il faut descendre dans la rue, il faut faire grève, il faut manifester parce que c'est ça qui comptera. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'expriment pour dire on est contre cette loi, mais là maintenant, il faut montrer une force sociale. Le gouvernement et Hollande ne reculera. Pas qu'il n'y ait pas d'appel unitaire en même rassemblement. Alors moi, vous savez, je suis critique par rapport aux confédérations syndicales, très critique, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'arrière-pensées, il y a beaucoup de calculs, il y a des tergiversations, il y a aussi un manque de volonté de se battre. Moi, j'espère que les travailleurs, tous ceux qui sont contre cette loi, qui sont conscients que ce sera un recul sans précédent, passent outre et finalement fassent grève, se saisissent de ces dates pour se montrer, pour se battre, parce que le gouvernement, il a y compris montré qu'il était fébrile, vous savez, en décalant de 15 jours la présentation de son projet de loi fébrile, en Conseil peut-être à l'écoute des aussi, ministres. Parce que là, 1 million de signatures sur la pétition, par exemple, donc là, forcément, ils sont quand même obligés un peu d'écouter. Il y a des consultations qui démarrent ce lundi. Non, mais ça, écoutez, ils ont des oreilles, ils savent tout le monde peut le faire, écoutez, mais j'ai bien compris que le principe ne serait pas changé. Et dans la mesure où tous ces articles de cette loi vont à l'encontre des droits des travailleurs, je ne vois pas ce qu'on pourrait garder dans cette loi. Donc la réalité, c'est qu'il faut le retrait pur et simple de cette loi, mais pour ça, il va falloir effectivement un véritable bras de fer. Et ce bras de fer, il ne sera pas fait par Internet ou par aucune pétition numérique, il sera fait dans la rue, dans les manifestations. Donc il y a le 9, il faut être le plus nombreux possible, le 9, et puis il y aura cette perspective du 31, et bien tant mieux. Ça veut dire qu'effectivement, il faut s'inscrire dans une véritable mobilisation massive. Allez, on va passer au 3 articles. C'est dans les Échos du lundi 29 février. Les ministres des Finances du G20 empêtrés dans leur réponse face à la faible croissance. L'objectif commun, évidemment, c'est une croissance globale et soutenue. Il y a ce constat, ils n'y arrivent pas. Mais oui, voilà. Et je tenais absolument à revenir là-dessus. Parce qu'on est en train de discuter que si les choses vont mal, c'est parce que les travailleurs sont trop payés, parce qu'ils ont trop de droits, parce qu'ils sont trop protégés. La réalité, c'est qu'on est dans une crise. On s'enfonce dans cette crise et les dirigeants de cette planète n'ont aucune solution pour sortir de cette crise. Pas beaucoup de marge de manœuvre ? Aucune solution. D'ailleurs, ils le disent dans l'article, rien ne marche. Et y compris, ils insistent pour dire qu'il y a une volatilité des marchés. Qui ne correspond pas à l'économie réelle. Une volatilité des marchés, oui, c'est une façon un peu édulcorée d'expliquer que la spéculation, elle continue à coups de milliers de milliards et que cette bombe-là peut nous exploser à la figure du jour au lendemain. Et c'est ça la réalité. Alors voilà, on est en train de dire aux salariés, allez-y, il faut bosser, il faut faire des sacrifices, il ne faut pas compter vos heures, il ne faut pas compter vos efforts, etc. Résultat, il y a une dégradation des conditions de travail, des conditions de vie, effectivement, des salariés. Et résultat, il n'y a pas d'investissement. Et au contraire, la spéculation ne fait que s'amplifier parce que l'argent qui est dégagé par les marges, par les profits, il se retrouve dans la spéculation. Et on se retrouve avec une société qui est proche du crack. Donc voilà, il n'y a aucun sacrifice à accepter pour une société aussi folle. Nathalie Arthaud, on va terminer cette revue de presse 2017 arrive à grands pas. Vous serez candidate ? Alors nous avons notre congrès... écoutez, la semaine prochaine, et évidemment, il y aura, Lutte ouvrière aura un candidat. Bon, les choses se dessinent pour que ce soit moi, donc de toute façon, je m'y prépare. Et ça, en tout cas, on pourra l'annoncer sans doute la semaine prochaine. Merci beaucoup, Nathalie Arthaud.